À la cantine de l'école où va mon fils, il y a régulièrement des plats mijotés avec alcool. La présence d'alcool dans les recettes me choque et devrait selon moi être totalement interdite dans la nourriture pour les enfants. Existe-t-il de la littérature scientifique sur le sujet? Bienvenue sur la hotline de Syllabus où on répond à vos questions pour vivre une vie plus informée par la recherche scientifique. L'alcool s'évapore à la cuisson, c'est ce que j'ai toujours entendu dire et je ne l'ai jamais remis en question. Mais si c'est vrai, est-ce qu'il faut que ça atteigne une certaine température? J'imagine que l'évaporation n'est pas instantanée, donc est-ce qu'il faut que ça reste un certain temps sur le feu? Personnellement, j'aime vraiment pas l'alcool et c'est au point où ça me dérange dans les desserts comme les babas au rhum ou les bananes flambées. Mais étonnamment, ça me gêne pas du tout dans le bœuf bourguignon. Au contraire même. Est-ce que ça veut dire que l'alcool ne s'est pas évaporé de la même façon dans les différents types de plats? Est-ce que l'alcool s'évapore vraiment à la cuisson? Est-ce qu'un plat qui a même été mijoté pendant longtemps peut encore contenir de l'alcool? Est-ce que ça veut dire que les enfants y sont exposés? Je me suis plongée dans les données scientifiques et ce que j'ai trouvé remet sérieusement en question tout ce qu'on m'a toujours dit. Bon, je suppose que vous avez déjà senti un verre d'alcool. Ça sent. Je dirais même que ça pue. Et si on est capable de le sentir, c'est parce que justement de l'alcool s'est évaporé. Alors pas au point où on pourrait se saouler juste en respirant même un verre d'éthanol pur, mais l'alcool s'évapore bien petit à petit. Alors je vais pas gaspiller l'alcool des crêpes. Et quand on le met sur le feu, il se met à bouillir, ce qui augmente encore son évaporation, d'autant plus que l'ébullition se produit à une température plus faible que l'eau. 78,5 degrés Celsius pour de l'éthanol pur, qui est le composé qui nous intéresse dans les alcools. Et ça bout à une vitesse, c'est vraiment impressionnant. Ça y est, il n'y a plus rien. Donc ça veut dire qu'un mélange d'eau et d'alcool s'évapore plus rapidement que simplement de l'eau. Je dois avouer que je suis vraiment surprise de la vitesse à laquelle mon éthanol s'est évaporé. Je comprends d'où vient cette croyance, parce que ça s'évapore à une vitesse phénoménale. Mais est-ce que 100% de l'alcool s'évapore? Ok, on va pas se mentir, les spams c'est devenu absolument insupportable. Et c'est pas juste parce qu'on fait des erreurs en s'inscrivant à plein de sites. Non, il existe carrément des courtiers de données qui récupèrent votre nom, mail, adresse, numéro, etc. et qui revendent tout ça à la chaîne sans qu'on ait notre mot à dire, bien évidemment. Sauf que, c'est là où on a de la chance, par la loi, on a le droit d'exiger qu'ils suppriment nos données. Le problème, c'est que évidemment, il faut déjà savoir qui possède quelles données sur nous et ensuite faire une demande à chaque organisme un à un. C'est long, c'est galère et il y en a des centaines. Et c'est tout l'intérêt de Incogni qui va automatiser directement la démarche. Vous leur donnez l'autorisation d'agir en votre nom et ils s'occupent de contacter tous ces courtiers à votre place pour leur demander de supprimer nos infos. Et depuis peu, on peut même lier jusqu'à 3 adresses email et 3 adresses postales à notre compte. Donc, si ces courtiers ont des infos sur vos anciens mails ou vos anciennes adresses depuis que vous avez déménagé, ben là aussi, ça peut être viré. Personnellement, j'utilise Incogni depuis plus d'1 an et demi. Ils ont déjà fait supprimer mes données de 216 bases de données différentes. Et pourtant, je suis du genre à faire attention à ce que je partage. Je me suis inscrite moi-même à aucun de ces 216 listes. J'ignorais même qu'elles existaient. Et selon leurs calculs, ça m'aurait épargné 162 heures de travail, de paperasse, soit l'équivalent de plus de 4 semaines et demie de travail. Donc, si vous en avez marre des spams et que vous voulez reprendre un peu le contrôle, vous pouvez tester Incogni avec 60% de réduction sur l'abonnement annuel via le lien en description ou le code Syllabus. 60% de réduction, le code Syllabus, le lien en description, vous connaissez la chanson. En 1992, il y a plus de 30 ans, Monsieur Augustin et son équipe à Washington se sont intéressés à vérifier si, pour de vrai, est-ce que 100% de l'alcool s'évapore à la cuisson, mais avec 6 cas réels, 6 vraies recettes issues de ce livre de cuisine. Un rôti Milano, un poulet à l'orange, des huîtres au xérès, une tarte Alexandre, des jubilés de cerises et une sauce Grand Marnier. Je connais pas toutes les recettes, mais c'est celle-là qui avait été testée. Donc on a 2 recettes mijotées, une cuite au four, une sans cuisson, une enflammée et une qui est ajoutée à une sauce qui est en train de bouillir. Et le tout soit avec du vin, soit avec de l'alcool fort. Les résultats maintenant, on va les mettre en quinconce. Ce qu'on voit quand le plat est prêt à consommer, c'est qu'il reste entre 4% de l'alcool initial dans le plat jusqu'à 85%. Et on a vraiment tous les pourcentages avec ces 6 recettes, quoi. Donc on sait pas où donner la tête parce qu'il reste quasiment rien d'alcool dans un cas et quasiment tout d'alcool dans l'autre. Et entre les deux, il y a de tout, Ça nous fait une belle jambe. C'est difficile de conclure avec ces résultats-là, mais ce qu'on voit, c'est que l'alcool qui va rester dans un plat dépendra des conditions de cuisine, de cuisson. Mais quelles conditions et comment? Heureusement, nous avons Pia, une chercheuse danoise qui vient à la rescousse de tout. Et je me permets de l'appeler par son prénom parce que je suis absolument incapable de prononcer son nom de famille. Non, je sais pas. J'ai dit que j'étais incapable, je suis incapable. Et Pia va répondre à beaucoup de nos questions grâce à ceci. Dans ma tête, c'est grandiose, là, il faut faire waouh.
Pia, elle a trouvé cette formule qui nous permet de calculer quelle est la concentration en alcool final dans le plat que l'on mange. Et cette concentration dépend de la concentration initiale, combien d'alcool on a mis dans le plat évidemment, et de la réduction de volume. Donc si on a un bouillon, à quel point est-ce qu'il s'est réduit. Et tout ça à la puissance bêta, on y reviendra. Donc c'est une formule qui est super cool, mais vous comprenez tout de suite la limite. Ça ne marche que pour les liquides, genre les bouillons, puisqu'on parle de réduction de volume. Pour ce qui est des gâteaux, des crêpes ou des solides au sens large, j'ai trouvé quelques articles, il y a des expériences, des cas anecdotiques, dont on va reparler d'ailleurs, mais pas une belle formule élégante et pratique comme celle-là. Mais quand même, cette équation, elle nous dit quelque chose de super important en réalité. Il n'y a pas de notion de temps de cuisson, ni de température dans l'équation. Seulement du volume de réduction du bouillon. Je trouve ça fou. Que ça ait pris 30 minutes ou 15 heures de réduire son bouillon, bah peu importe parce que c'est la différence entre le volume final et le volume initial qui prime. C'est vraiment contre-intuitif, je trouve. Il nous reste ce petit coquin de bêta. Et bêta, c'est un chiffre que Pia a établi expérimentalement et elle a trouvé qu'il était compris entre 4 et 6. Si c'est 4, l'alcool diminue petit à petit au fur et à mesure que le bouillon se réduit. Et si c'est 6, bah même chose, mais ça se fait juste beaucoup plus rapidement. Il a l'air de rien, hein, ce petit bêta qui est perché au-dessus de la parenthèse, mais il fait vraiment toute une différence dans la vitesse d'évaporation de l'alcool au fur et à mesure de la réduction du bouillon. Alors maintenant, qu'est-ce qui fait que le bêta sera de 4 ou de 6? Ben là encore, c'est pas hyper intuitif. Ça dépend beaucoup de la composition du bouillon, s'il est plein de sucre, de gras, d'amidon. L'alcool s'évapore plus vite, donc c'est plus proche de 6. S'il est très aqueux, donc très proche de l'eau, ça va être plutôt proche de 4, donc une évaporation moins rapide. Mais faire la distinction dans la composition du bouillon et la vitesse d'évaporation, c'est encore assez difficile. Par contre, vous savez quel est le truc qui fait que l'alcool s'évapore systématiquement beaucoup plus rapidement, selon Pia toujours. Vous êtes prêts? Mettre un couvercle. Et c'est assez drôle parce que tout le monde est assez persuadé que le fait de rajouter un couvercle, ça ralentit vraiment l'évaporation de l'alcool. Hein. C'est ce qu'on voit sur tous les sites de cuisine si jamais vous commencez à chercher un petit peu. Mais c'est pas du tout ce que Pia observe. C'est vraiment le contraire. Elle a vraiment mesuré une évaporation drastiquement supérieure avec un couvercle. En fait, elle pense que le couvercle agit comme une colonne de distillation comme on faisait à l'école. Sauf qu'au lieu que la distillation se fasse au niveau du tube, elle se fait au niveau du couvercle, où l'eau condense sur le couvercle et l'éthanol, lui, s'évapore. Le couvercle permettrait alors de séparer l'eau de l'éthanol. Bon, mais cette équation, moi je l'aime beaucoup évidemment parce qu'elle est élégante, mais elle a été établie dans des conditions parfaites qui ne sont pas du tout représentatives des conditions réelles de la cuisine. Alors, elle et son équipe se sont mis au fourneau. Et l'avantage, c'est que j'ai pas besoin de le faire puisque son équipe l'a fait. Alors, elle est allée tester différents types de pain, mais aussi des recettes assez variées. Une soupe de carottes, un bœuf braisé, un poisson vapeur, des pancakes aussi, etc., etc. J'ai lu son article ici, et je vous avoue que j'ai trouvé les recettes, le détail des recettes, parce qu'il y a la liste des ingrédients, vraiment bizarre. Il y a de la bière dans toutes les recettes, et je vous avoue que moi, quand je pense à la cuisine avec alcool, je pense plus à du vin, je pense pas forcément à de la bière. Mais c'est peut-être mon ignorance culinaire, ou le fait qu'elle et moi, on n'ait pas la même culture, ou le fait que la recherche soit financée par des instituts de bière, des associations de bière. Il y a toujours un lien avec Carlsberg dans tout ça, une entreprise qui fait de la bière. Alors ça veut pas du tout dire que la recherche est mal faite, au contraire, ces articles sont plutôt bien faits, mais ça veut dire que la bière est surreprésentée et comme elle est un peu la seule à travailler dans ce domaine, ben on a de la littérature quasiment uniquement sur de la bière. Vous sentez que ça va être dur d'avoir une conclusion sur la recherche claire et tranchée? Mais continuons quand même parce que je pense qu'il y a vraiment des éléments qui sont intéressants dans tout ça. Donc les résultats des recettes de Pia, ben, là en fait on se retrouve avec exactement le même problème que l'article dont on parlait au départ, celui-là où je vous avais détaillé les résultats et où les résultats partent un petit peu dans tous les sens finalement. Ce qui est commun, c'est que toutes les recettes perdent en concentration d'alcool au fur et à mesure que le temps passe dans la cuisson, et on a une recette un peu bizarre qui elle ne perd que très peu d'alcool au cours du temps. C'est une recette à base de carottes, de lait et de bière. Carottes légers, mais les bières, c'est bizarre non? Mais ça nous montre à quel point c'est difficile de savoir quelle est la quantité d'alcool qui reste dans un plat parce que ça varie d'une recette à l'autre et des conditions expérimentales. Alors, que nous dit la hotline de Syllabus sur comment vivre une vie informée par la recherche scientifique? Eh bien, premièrement, il faut accepter un certain niveau d'ignorance et d'incertitude parce qu'il n'y a pas tant de recherche que ça. Mais on peut tout de même établir certaines choses. Oui, l'alcool s'évapore à la cuisson, mais pas totalement. Je n'ai trouvé aucun cas, aucune publication où l'alcool s'évaporait complètement. Deuxièmement, il s'évapore à une vitesse différente selon les conditions de cuisson et c'est hyper difficile
de le prévoir. Troisièmement, un couvercle semble accélérer cette évaporation, mais j'aimerais avoir de la recherche indépendante qui corrobore cette information. Quatrièmement, plus un bouillon est réduit, moins il est alcoolisé. Cinquièmement, j'en ai pas parlé, mais le fait de faire flamber l'alcool, ça ne réduit pas particulièrement le taux d'alcool. Donc faire flamber ces bananes, c'est juste pour du chaud. Au niveau de l'alcool, a priori, ça change pas grand-chose. Donc tout ça, ça nous donne une idée. C'est sûr, on manque de chiffres. Mais juste ça nous permet de répondre aux mails du papa, notamment sur les arguments de la cantine. Apparemment, la cantine de son enfant dit « l'alcool qui reste dans le plat, c'est très peu, seulement 5% du plat ». Lui d'ajouter « 5% d'un plat, c'est en réalité beaucoup. Si l'enfant mange 200 grammes, cela veut dire qu'il ingère 10 grammes d'alcool de la boisson qui en contenait ». Ici, je pense que c'est clairement un problème de communication entre la cantine et le papa. Ce n'est pas 5% du plat qui est composé d'alcool, c'est 5% de l'alcool initial qui est encore dans le plat. C'est pas du tout pareil. Et même si on ajuste la compréhension de ce 5% là, personnellement, je peux pas corroborer avec la recherche que j'ai trouvée. Cela dit, quand il s'agit d'un bouillon avec alcool, on a la formule de Pia, donc on peut calculer réellement ce que ça donnerait pour un plat en sauce, quelle quantité d'alcool il resterait. Mettons que vous cuisinez un mijoté pour 4 personnes, vous avez 1 litre de bouillon et vous ajoutez un verre de vin à 12%. Et après quelques heures, on va considérer que votre bouillon a réduit de moitié. Donc si on applique la formule de Pia et qu'on divise le résultat en 4 portions, puisque c'était pour 4 personnes, vous vous retrouvez avec 0,06 g d'alcool par personne, soit 0,5% d'un verre de vin. Ça représente 0,6 ml. Voilà ce qui reste dans une part adulte avec le bouillon que je vous ai présenté. Si jamais vous voulez calculer par vous-même ce que ça donne pour votre recette de bœuf bourguignon par exemple, vous mettez peut-être le triple du vin et quelle incidence cela a, ce fichier-là, je vous le donne gratuitement si vous vous inscrivez à la newsletter, le lien est dans la description. Après, il reste la question de savoir est-ce que ça, c'est trop? Je vous laisse mijoter votre propre opinion, le temps de répondre aux dernières questions du papa et après on reparle de cette quantité-là. Deuxième argument, tout l'alcool s'évapore à la cuisson. Ça c'est faux, on l'a vu, j'ai pas une seule recherche pour le corroborer. Ça s'évapore quand même, mais pas tout. Troisième argument, c'est juste pour donner du goût. Ça c'est vrai, c'est utilisé pour donner du goût, mais on fait des recettes végé, sans gluten, sans lactose, que sais-je, qui sont excellentes. Donc je pense que si on a envie d'éliminer l'alcool pour les enfants, on peut le faire. Je pense que c'est avant tout culturel. Revenons-en à ça. Est-ce que cette quantité pose problème pour la santé, particulièrement la santé des enfants? C'est le moment où on enfile les lunettes de la nuance. J'ai un de ces styles. Les recommandations aujourd'hui sont simples, comme le montre cet article de 2025. Des études récentes suggèrent que le niveau le plus sûr est l'absence totale de consommation d'alcool, car même une consommation modérée comporte des risques souvent supérieurs aux bénéfices potentiels pour la santé. Le problème de cette recommandation, c'est qu'elle est absolument irréaliste, parce qu'une absence totale de consommation d'alcool, en fait, ça n'existe pas. Il y a un peu d'alcool dans tous les produits de la fermentation. Donc dans le pain, dans le yaourt, dans la sauce soja, dans le kombucha, mais aussi dans les jus de fruits, dans les fruits eux-mêmes, dans l'extrait de vanille et même dans les pots pour bébé, oui je sais, mais très peu, rassurez-vous, et aussi dans certains médicaments, ou même dans du rince-bouche. Le fait est que l'éthanol est partout parce qu'il est utilisé comme agent de préservation ou pour extraire de l'huile par exemple, ou simplement dans la fermentation, naturellement. Et même si on arrivait à ne consommer aucun éthanol dans notre alimentation, notre système digestif c'est un haut lieu de fermentation qui produit donc de l'éthanol. Et on appelle ça l'éthanol endogène, c'est son petit nom. Même si on n'en consomme pas, on en produit. Tout ça pour dire en fait qu'on ne peut pas éviter la présence d'alcool dans notre corps. Donc on en revient à la question initiale. À partir de quand est-ce que c'est trop, et particulièrement chez les personnes fragiles comme les enfants. Pour les enfants de moins de 5-6 ans, il y a un enjeu supplémentaire qui est que leur métabolisme, leur corps, n'est pas capable de gérer l'alcool comme nous. Parce que leur système digestif se vide beaucoup moins vite que nous, donc l'alcool reste plus longtemps. Ils ont une composition corporelle différente de la nôtre qui joue en leur défaveur. Ils ont une distribution du sang, une perfusion des organes, une capacité du foie à évacuer l'alcool, etc. Bref, ils sont pas équipés pour gérer l'alcool. C'est pour ça qu'on a des articles qui mesurent les quantités d'alcool qui semblent anodines dans nos aliments du quotidien, parce que de plus en plus d'indices nous font douter de l'innocuité de l'alcool, même à faible dose. En tout cas, aujourd'hui, en 2025, la position de la recherche, c'est de dire, grosso modo, on manque d'infos, ça a l'air pas cool, donc il vaudrait mieux que ce soit le moins possible. Mais qu'est-ce que c'est le moins possible? Quel niveau minimum d'éthanol on accepte? Politiquement, culturellement, pour la santé et pour la religion? Je vous laisse me le dire en commentaire. Vous l'aurez compris, c'est un sujet super compliqué. On entremêle beaucoup de notions avec un état de la recherche scientifique incomplet. Et selon par quel spectre vous abordez le sujet, mais vous n'aurez pas la même vision ou la même conclusion. Moi, je viens du monde de la recherche, donc c'est avec ce regard-là que je vous donne ces infos. D'ailleurs, vous le verrez dans mes sources en description, ce sont que des articles de recherche. Et n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter pour avoir accès au fichier de calcul de l'alcool dans les bouillons. Et si jamais vous avez une question à poser à la hotline de Syllabus, puisque maintenant ça existe, je vous mets aussi un lien en description.
Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye. Pas trop le bordel là-bas? Un peu. Un peu.